Donc je vais vous parler du patronat marseillais à l'époque de l'installation de la Troisième République. Je m'appuierai pour cela sur un ouvrage qui apparut à la fin du siècle dernier et qui était sous l'initiative de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine du CNRS, qui avait lancé un vaste programme de recherche consacré aux patrons du Second Empire. La collection, qui a été publiée aux éditions Picard-Cénoman, comportait plusieurs volumes couvrant la majeure partie des régions françaises. Et le volume 5 était consacré à Marseille. Il est l'œuvre de 3 historiens, Roland Catty, Pierre Échinard et moi-même. Depuis, Roland Catty est malheureusement décédé et malgré mon insistance, Pierre Échinard, trop occupé, n'a pas souhaité participer à ce colloque. Je suis donc aujourd'hui la seule du trio à intervenir devant vous, mais je tenais, avant d'aborder le vif du sujet, à les associer étroitement à cette manifestation. Dans cet ouvrage, nous avions sélectionné 100 personnalités du monde des affaires, c'est-à-dire la majeure partie de l'élite économique locale. Alors, il ne s'agit pas de l'ensemble de la bourgeoisie, qui comporte aussi des médecins, des juristes, des rentiers, etc. Notre corpus, ce sont des négociants, des industriels, des banquiers, des armateurs et les professions qui gravitent autour, assureurs maritimes, etc., sans oublier bien sûr les grands entrepreneurs de travaux publics. En un mot, ce sont ceux qui tiennent les leviers économiques de la ville et du port. La ville d'abord. Pendant les 2 décennies du Second Empire, la population de Marseille a augmenté de 60%. C'est une ville qui est en plein essor et qui dépasse les 300 000 habitants à la fin du Second Empire. Conséquence, bien sûr, elle connaît une très large extension, une importante restructuration urbaine. Et ce qui est vrai pour la ville est vrai également pour le port. Le port qui est alors le premier de France et de Méditerranée est l'un des plus importants d'Europe, un port qui est largement ouvert sur l'Orient, sur l'Afrique et sur les Amériques. Cette élite économique investit les organes décisionnels de la ville et du département. Elle représente par exemple un tiers à 50% des élus municipaux et 50 à 60% des conseillers généraux. Elle domine, bien sûr, au tribunal de commerce et à la chambre de commerce. Cette dernière joue alors un rôle de tout premier plan. C'est le lieu où s'élabore la politique économique locale et elle est le porte-parole des intérêts marseillais auprès du pouvoir central. Alors, la question est la suivante. Comment ce patronat se comporte-t-il sur le plan politique pendant cette période de la fin du Second Empire et surtout de l'avènement de la République? Et ce sont les questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre maintenant. En commençant d'abord par la situation à la fin du Second Empire, parce qu'il faut quand même savoir d'où on part. Si cette élite présente un large éventail d'activités économiques, il en est de même en ce qui concerne leurs opinions politiques et religieuses. Pierre Guiral, historien marseillais bien connu, écrivait, il y a quelques décennies, « Il n'y a pas à Marseille un monde des affaires homogène. À plus forte raison, il ne peut y avoir une foi politique commune, hormis quelques principes simples et constants qui font en général l'unanimité. Attachement à la paix, fidélité au libre-échange, appui aux entreprises extérieures. » La majeure partie de notre corpus est constituée de catholiques, 61% exactement.
Mais ce n'est pas non plus une communauté uniforme. Un tiers d'entre eux sont des légitimistes, c'est-à-dire partisans du rétablissement des Bourbons, dont le dernier roi a dû s'exiler, Charles X, a dû s'exiler en 1830 au moment de la Révolution de Juillet, qui a mis fin à la période de la Restauration. Mais Charles X a un descendant, son petit-fils. C'est l'enfant posthume du duc de Berry, c'est le comte de Chambord, et c'est Henri V, comme le désignent, bien entendu, ses partisans. À Marseille, ceux-ci forment un groupe cohérent. Ils affichent une foi fervente, ils fréquentent les mêmes écoles, les mêmes cercles, ils animent les mêmes œuvres sociales. Ils pratiquent également une très forte endogamie sociale. Alors on peut citer parmi eux plusieurs noms. L'industriel Amédée Armand, qui exploite les mines de charbon locales, le savonnier Fabricius Paranque, les banquiers Joseph Bonas et Jean-Baptiste Falque, les huiliers Magnan et Eugène Estrangin, les négociants Jérôme Borelli, César Délestan, Charles Gavotti, les armateurs Marius Chambon, Bruno Rostand et Cyprien Fabre, ainsi que l'une des plus belles réussites de la place, l'homme d'affaires Henri Bergasse. Il faut compter aussi 2 femmes, que leur sexe exclut du suffrage dit universel et des responsabilités politiques qui vont avec. Mais 2 femmes qui tiennent néanmoins un rôle de premier plan. Il s'agit de la veuve Olive, qui édite, entre autres publications catholiques ou royalistes, le journal du parti légitimiste, la Gazette du Midi. Et l'autre, c'est Anne-Rosine Noyer-Prat, une femme d'affaires remarquable qui dirige la grande fabrique de vermouth de la rue Paradis et qui répand ses largesses sur toutes les œuvres et institutions catholiques de la ville. Une autre partie de ces patrons catholiques est plus libérale et elle reste attachée à l'orléanisme. L'orléanisme, c'est-à-dire à la monarchie de Juillet, de l'ex-roi Louis-Philippe, qui lui aussi qui avait succédé à son cousin Charles X et qui lui aussi a été évincé du trône en 1848 au moment de l'établissement de la Seconde République. Ces orléanistes sont relativement nombreux. On compte parmi eux le savonnier Edmond Canaple, le banquier Hilarion Roux, les négociants Lazare Luce ou Wilfond Puget. Toutefois, le plus grand nombre d'adeptes de la monarchie bourgeoise se retrouvent non pas chez les catholiques, mais chez les protestants, dans la communauté protestante, qui constitue quand même 16% de notre échantillon, et qui en général témoignent assez peu de sympathie à l'Empire. C'est le cas du négociant Alfred Rabot, de l'armateur et industriel Charles Bazin, et surtout de Marc Constantin Fraissinet, le fondateur de la compagnie de navigation, et du négociant Alphonse Beau, qui sont tous deux des adversaires déclarés du régime impérial. Légitimistes, orléanistes. Est-ce à dire que Napoléon III n'a aucun soutien de la part du patronat? Ce serait quand même inexact, même si Marseille est globalement, vous le savez, l'une des villes de France qui manifeste la plus forte opposition au régime lors des différents plébiscites. Mais force est de reconnaître que le milieu patronal a bénéficié du formidable essor économique du Second Empire, et il compte donc un certain nombre de bonapartistes. Alors, quelques-uns le sont par conviction, d'autres se sont ralliés. Par conviction, on peut citer l'armateur Nicolas Paquet, l'huilier Charles Gounel, et le négociant juif Jacques Altaras, et surtout le raffineur de sucre Joseph Grandval. Ce dernier, Joseph Grandval, est né à Ajaccio. Il a pour marraine Laetitia Bonaparte et pour parrain le cardinal Fesch, auquel il doit son prénom. Rien d'étonnant donc à ce qu'il soit invité à dîner aux Tuileries.
C'est un ferme soutien du régime. Il encourage ses ouvriers à voter pour le candidat officiel et il reçoit dans son usine, des mains de l'empereur, la croix d'officier de la Légion d'honneur. Il y a d'autres fervents supporters du bonapartisme, comme les dirigeants de la compagnie Valéry Frères, qui sont des Corses également, compagnie qui assure les liaisons entre Lille et Marseille. Leur port d'attache étant Marseille. Mais il faut surtout tenir compte de ceux fort nombreux qui se sont ralliés à l'Empire, comme les banquiers Édouard Couve, Émile Pascal, les négociants armateurs Eugène et François Aube, les industriels Jules Jimy, Edmond Canaples, qui fut à plusieurs reprises candidat officiel aux législatives, l'assureur Théodore Bernex, qui fut maire de 64 à 70, le savonnier Fabricius Parent, un ancien légitimiste, et également Jean-Baptiste Pastré. Jean-Baptiste Pastré, en tant que président de la Chambre de commerce, a reçu en 1860, dans un banquet solennel dans les locaux du Palais de la Bourse, il a reçu l'empereur et l'impératrice. Et il n'aura de cesse par la suite de soutenir le régime en soutenant la presse bonapartiste ou également lors des élections en soutenant le candidat officiel Ferdinand de Lesseps. Et il n'est pas le seul, bien entendu, à le soutenir. C'est le cas également de beaucoup d'ex-orléanistes qui se sont ralliés, comme Alfred Rabault, l'armateur et industriel Charles-Auguste de Verminck, et même des légitimistes sincères, comme Henri Bergasse, avait en 1852 accepté sans réticences excessives le retour d'un Bonaparte, garant, disait-il, de l'ordre social face aux craintes suscitées par les journées révolutionnaires de 1848. Et l'empereur, lui, ne manque pas de distribuer force Légion d'honneur ou, lors de ses venues à Marseille, de visiter quelques grandes entreprises locales, ce qui lui vaut, bien entendu, l'adhésion de plusieurs membres du patronat. Certains ont leurs entrées aux Tuileries, comme Victor Régis, qui était considéré à l'époque comme le plus riche de nos armateurs, et qui était peu regardant sur le régime politique, pourvu, disait-il, que soit garanti le maintien de l'ordre et le respect aux propriétés. Des ralliements de façade, donc. Et on peut en dire autant de l'homme d'affaires Victor Roux, richissime homme d'affaires, légitimiste de conviction, mais qui donne alors l'impression d'être dévoué au régime impérial, comme d'ailleurs le négociant François Roca, considéré par les autorités comme inoffensif et homme de statu quo. Mais qu'en est-il des républicains ? Il faut convenir qu'ils ne sont pas très nombreux dans notre corpus, pas très nombreux du moins à s'afficher comme tels. On en compte quand même quelques-uns, parmi les grandes maisons de commerce grecques notamment, qui se sont installées à Marseille au XIXe siècle et que Pierre Échinard a fort bien étudiées. Ces maisons de commerce grec se partagent entre empire et république, mais sans trop s'engager dans la politique. Quelques patrons, pourtant, n'hésitent pas à militer ouvertement contre le pouvoir en place, comme le négociant juif Joseph Ben-Simon et son coreligionnaire, le banquier Félix Abraham, qui soutiennent aux élections législatives de 1869 le candidat républicain Gambetta contre le candidat officiel Ferdinand de Lesseps. Dans la communauté protestante, on compte aussi des républicains, les brasseurs Eugène et Geoffroy Beltaine, et l'armateur et industriel David Bosc, qui patronne la création du journal L'Égalité. C'est aussi le cas du grand négociant, Alexandre Labadier, un opposant fougueux au Second Empire,
et qui, aux élections de 1863, a milité pour la constitution d'une union libérale, c'est-à-dire une coalition anti-bonapartiste, de légitimistes et de républicains. Et c'est lui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages lorsqu'il s'est présenté lui-même au municipal en 1865. Ce sont ces trois personnalités qui vont bientôt jouer un rôle lors de l'établissement de la République. En effet, dans les dernières années du Second Empire, la crise économique de la fin du règne, la politique extérieure de l'empereur et les revers militaires de l'été 1870 conduisent à la chute de l'Empire et inaugurent une période de recomposition politique qui va se concrétiser dans les années suivantes lors de la gestation ô combien laborieuse de la République. Comment notre patronat marseillais a-t-il vécu ces multiples péripéties? Comment s'est-il positionné ou repositionné au cours de ces années agitées? C'est ce que je vais évoquer maintenant. La défaite de Sedan entraîne l'abdication de Napoléon III, la proclamation de la République à Paris et la constitution d'un gouvernement de défense nationale. Le conseil municipal de Marseille, qui avait été élu le mois précédent, était de tendance républicaine modérée. Et il décide de se constituer en commission départementale provisoire en s'adjoignant quelques éléments plus avancés. Il désigne alors un administrateur provisoire pour exercer les fonctions de préfet. Il s'agit de l'un de ses membres, Alexandre Labadier, dont je viens de parler, ce riche négociant qui, soit dit en passant, possède un très bel hôtel particulier au sommet du boulevard Longchamp, qu'il a fait construire lui-même, dont sa fille et unique héritière, Marie Grobet, fera don à la ville en 1919 avec les collections qu'elle y a accumulées. C'est le musée Grobet-Labadier. Alexandre Labadier était donc un militant républicain convaincu sous l'Empire. Mais c'est néanmoins un homme modéré et un homme d'ordre. Le 6 septembre, Gambetta, qui était alors à la tête du gouvernement de défense nationale, le nomme officiellement préfet. Mais il le place sous l'autorité d'un administrateur supérieur du département qui est muni des pleins pouvoirs politiques et militaires, Alexandre Esquiros, qui est un républicain avancé et socialisant. Alexandre Labadier est donc préfet, mais c'est un préfet sans pouvoir et qui est dans l'impossibilité de modérer les éléments les plus extrêmes et de faire respecter l'ordre public face aux révolutionnaires de la Ligue du Midi. Labadier démissionne donc le 23 septembre. Quelques semaines plus tard, Gambetta, qui vient de rompre avec Esquiros, ressollicite Labadier pour lui succéder, mais ce dernier refuse. Il va pourtant poursuivre son combat politique en créant un journal, La Vraie République, et en se faisant élire par la suite au Conseil général des Bouches-du-Rhône, qu'il présidera d'ailleurs, et également il a été député d'Aix-en-Provence à l'Assemblée nationale, et il a échoué par la suite lors du renouvellement, mais il s'est retiré donc à 71 ans de la vie politique, après avoir été quand même conseiller municipal, conseiller général, député et même un temps, court certes, préfet. À son décès, 7 ans plus tard, la presse souligne, je cite, qu'il a été aux heures difficiles un républicain profondément convaincu, un défenseur acharné des droits du suffrage universel, une des plus nobles figures du parti républicain à Marseille. Et une place de la ville, dans son quartier Longchamp, porte son nom. Autres représentants de ces milieux d'affaires, David Bosc et Geoffroy Velten, se font remarquer
dans ces temps troublés des débuts de la République. David Bosc est un fervent républicain, mais de tendance radicale, et il a été élu au conseil municipal en août 1970 sur la liste d'opposition démocratique. Il a été d'ailleurs adjoint au maire dans la première municipalité républicaine de Marseille. Et pendant la commune de Marseille, il est l'un des 3 délégués du conseil municipal à faire partie de la commission départementale dirigée par Gaston Crémieux, qui remplace le préfet le 23 mars 1871. Mais il est en désaccord avec les positions de Crémieux, qui sont jugées trop laxistes envers les extrémistes, et donc, avec les autres délégués, il se retire quelques jours plus tard. Après la chute de la commune, le 4 avril, et la mise en état de siège de la ville, David Bosc sera réélu dans le nouveau conseil municipal. Il deviendra un des chefs du parti radical. Néanmoins, en 1874, au temps de l'ordre moral, il est traduit en conseil de guerre. C'est alors qu'une pétition signée par tous les milieux d'affaires circule en sa faveur. Et il sera finalement acquitté à la grande fureur du général Espivent qui avait maté la commune de Marseille. Preuve qu'il était un homme de conviction et un homme de consensus, l'année suivante, lors de son décès, son cercueil est porté par une équipe d'ouvriers de la maison Bosc, tandis que la très légitimiste Gazette du Midi reconnaît qu'il est un des rares possesseurs de quelque importance, position de fortune ou d'affaires, à croire à la possibilité d'établir en France le régime républicain sans verser dans les inepties et les horreurs du socialisme. Quant à Geoffroy Velten, autre républicain radical, il finance les secours et les armements pour la défense nationale. Et par la suite, il va patronner plusieurs journaux républicains. Il est élu conseiller municipal en 1874 sur la liste républicaine et il restera fidèle à ses convictions en devenant conseiller général, puis sénateur quelques années plus tard. Il est l'un des fondateurs à Marseille de la gauche démocratique. À l'opposé de ces républicains de la première heure, Labadier, Bosc, Velten, d'autres membres des milieux d'affaires, catholiques fervents et royalistes, sont farouchement hostiles au nouveau régime et à ces mesures notamment anticléricales. C'est l'époque où Gambetta disait l'anticléricalisme, voilà l'ennemi. Et même un moment au municipal de mai 71, ils avaient même tenté un rapprochement avec la liste bonapartiste, mais finalement l'union Bergasse-Paquet ne l'emporte pas et l'accord ne sera pas renouvelé par la suite. Cette même année, 1871, Henri Bergasse, grand patron paternaliste, adepte du catholicisme social, fonde et finance avec quelques autres royalistes le quotidien Le Citoyen, journal du peuple, dans l'espoir de gagner à sa cause le monde ouvrier. Il est imprimé chez la Veuve Olive et pendant une douzaine d'années, il est diffusé dans les patronages populaires et les cercles catholiques ouvriers. Il faut dire que Henri Bergasse préside le comité de défense des intérêts catholiques et anime le comité royaliste des Bouches-du-Rhône, mais l'intransigeance du comte de Chambord sur la question du drapeau est responsable de l'échec de la tentative de restauration monarchique en 1874. Henri Bergasse restera cependant fidèle à l'héritier des Bourbons. Et 3 ans plus tard, lorsque celui-ci décède, il va conduire une délégation de royalistes marseillais. Il est au premier rang de l'assistance lors du service funèbre qui sera célébré en son honneur en l'église Saint-Joseph de la rue Paradis. Et il restera toujours par la suite attaché à ses valeurs. Il est incontestablement une des plus grandes figures
de la Provence blanche. Dans son sillage, il avait entraîné bien d'autres membres du patronat catholique, qui par ailleurs animent un nombre considérable d'œuvres sociales, des industriels comme les Rozan, des banquiers qui gèrent le fonds du comité royaliste comme Joseph Bonas et Ernest Rondel. Ce comité sera présidé par la suite, à partir de 1889, par le grand fabricant de bougies marseillais Félix Fournier, qui représente à Marseille le comte de Paris. Comte de Paris, c'est le prétendant orléaniste auquel les légitimistes vont se rallier après le décès du comte de Chambord. Félix Fournier est l'un des fondateurs, avec Ernest Rondel et le courtier Louis Salvatore, d'un nouveau journal quotidien, un journal catholique et royaliste, Le Soleil du Midi, qui va tirer jusqu'à 5000 exemplaires et dont il est aussi le principal bailleur de fonds. Preuve que cette sensibilité royaliste perdure encore longtemps dans certains milieux d'affaires marseillais sous la Troisième République. Pourtant, peu à peu, on constate que, sans être toujours des républicains convaincus, de nombreux patrons libéraux se rallient plus ou moins à l'idée d'une république modérée, conservatrice de l'ordre social, telle que la prône leur compatriote Adolphe Thiers. C'est le cas d'Augustin Ferraud, l'un des grands hommes d'affaires de la place, du négociant armateur Georges Rivet, ou encore du fabricant d'huile et de savon Henri Roulet, qui a fait partie de la garde nationale contre l'insurrection de la Commune. Mais le meilleur exemple est celui de la famille des armateurs Fraissinet. Alors que le fondateur de la compagnie, Marc Constantin, était resté sous l'Empire un fervent orléaniste, ses deux fils et successeurs à la tête de la compagnie, Louis et Adolphe, vont rapidement évoluer. Sous la Commune, Louis est un des délégués de la garde nationale à la commission départementale, et ses positions sont claires. Pour moi, écrit-il, il n'existe qu'un gouvernement, celui de Versailles, autour duquel doivent se rallier sans hésitation tous les bons citoyens. Quant à son frère Adolphe, il sera élu député en juillet 1971 et il se fait le défenseur aussi du nouveau régime. Il déclare « Ce gouvernement a rétabli l'ordre et le respect de la liberté. Le pays voit en M. Thiers la personnification de ce gouvernement. Il faut que vous donniez à M. Thiers un vote de confiance. » Plus tard, il votera les lois constitutionnelles fondatrices de la République et notamment en 1874 le fameux amendement Vallon qui introduit le terme de république dans ces lois constitutionnelles et qui n'est adopté qu'à une voix de majorité. Une seule voix. La sienne a donc été déterminante. En 1878, en soutien à sa demande de Légion d'honneur, le préfet des Bouches-du-Rhône loue ses opinions franchement dévouées aux institutions républicaines. C'est ainsi, comme l'écrit l'historien Pierre Guiral, qu'il parut à certains que du jour où Thiers admit et défendit la République conservatrice, elle était la plus sage formule de l'orléanisme. On compte aussi des ralliements dans d'autres rangs, notamment chez les bonapartistes. Certes, quelques-uns vont rester fidèles à l'Empire, comme le tanneur Édouard Julien, le négociant grec Paul Rodokanaki et surtout Armand Béhic, l'un des plus grands patrons de la place, qui est à la tête des messageries nationales, devenues ensuite messageries maritimes, et des forges et chantiers de la Méditerranée. Mais certains font le choix de la République, comme Jean-Baptiste Pastret et Jules Charleroux. Dans le passé, le riche savonnier Charleroux avait, je cite, « dans toutes les circonstances manifesté le plus grand dévouement à la dynastie impériale ». Ce sont les propos du préfet Maupin. Mais son fils,
l'homme d'affaires Jules Charleroux, qui avait lui-même été candidat bonapartiste à des élections cantonales sous l'Empire, Jules Charleroux va par la suite, sous l'étiquette de républicain modéré, faire une très belle carrière d'homme politique, comme conseiller municipal, conseiller général et surtout député. En 1889 et 1898, au cours de ces deux mandats législatifs, il sera à la Chambre le défenseur énergique et acharné des intérêts marseillais. Pour finir, le plus significatif peut-être de tous ces ralliements, c'est celui du quotidien Le Sémaphore de Marseille. Ce journal est l'organe privilégié des milieux d'affaires locaux. Il a été créé en 1828 et lors de sa disparition en 1944, il est plus que centenaire et c'est un des doyens de la presse française. Il était la propriété alors d'Adolphe Barlatier et, comme l'écrit Pierre Échinard, c'était le journal le plus complet pour la partie commerciale, mais aussi une feuille réputée pour ses analyses politiques et ses qualités littéraires. Il était politiquement modéré, de tendance libérale, et il se range derrière Adolphe Thiers, se rallie rapidement à la République et entraîne avec lui une grande partie de ses 4500 abonnés. Autre patron de presse, Toussaint Samat, a lancé avec le Petit Marseillais le journal à bon marché et adhère en 1881 à l'Association des journalistes républicains français. Alors pour conclure, remarquons donc l'extrême versatilité d'une grande partie de ce patronat qui sait s'accommoder des régimes successifs sous réserve que soient préservées les libertés essentielles et les conditions nécessaires à l'exercice de leurs activités. Un bon exemple en est donné par la famille Rostand, dont les membres, armateurs, banquiers, industriels, étaient d'abord légitimistes comme Bruno et Jules, puis orléanistes comme Alexis, bonapartistes et pour finir républicains comme Eugène Rostand, le père d'Edmond Rostand, qui, après le décès de Thiers en 1877, fera honorer sa maison natale. On peut donc dire qu'au cours de cette décennie 1870, hormis une fraction non négligeable de patrons royalistes qui resteront encore longtemps fidèles à leurs valeurs politiques et religieuses traditionnelles, la plus grande partie des milieux d'affaires marseillais a finalement adopté la République. Avec certes des options variées qui peuvent aller du radicalisme socialisant au conservatisme le plus affirmé. Mais cette pluralité d'opinions n'est-elle pas précisément une des caractéristiques de la République ?